BFM Business présente Talent augmenté. Boostez-vous à l'IA avec Salim Nassur. Aujourd'hui, l'IA peut générer des contenus, créer de superbes images, voire même prédire vos comportements. Mais peut-on vraiment lui faire confiance? On va regarder aujourd'hui dans cette émission comment rester lucide face à l'IA. Bienvenue dans Talent augmenté. Il est intéressant de regarder ce chiffre. On regarde que finalement, la quasi-totalité des Français se font avoir par une image générée par l'IA. Il devient de plus en plus difficile de déterminer si c'est une vraie ou une fausse. Pire encore, il n'y a qu'un Français sur trois qui pense qu'aujourd'hui, il serait en capacité de déterminer si cette image est vraie ou non. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? On développe son esprit critique et c'est ce qu'on va voir lors de cette émission. Alors, par où on commence? On commence tout simplement par savoir distinguer, en tout cas s'entraîner à distinguer le vrai du faux, ce qui est une IA, ce qui est un humain. Je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, je me fais appeler continuellement par des gens qui me vendent des pompes à chaleur. Et il se trouve que j'ai détecté que c'était une IA. Et il y a des façons, en fait, en posant un certain nombre de questions, de savoir et de parfois faire dérailler cette IA pour rendre compte que finalement, ce ne sont pas des vrais gens, mais des IA qui sont en train de vous appeler. Ça me rappelle d'ailleurs un cas très célèbre de l'année dernière où l'entreprise Ferrari, que tout le monde connaît, a eu une sorte d'arnaque comme ça, où il y a une IA qui s'est fait, en tout cas des malfaiteurs d'ailleurs, qui ont utilisé une IA pour se faire passer pour le CEO de Ferrari. Donc, qui a appelé un de leurs collaborateurs. Et ce collaborateur a eu la présence d'esprit de se dire « Tiens, je vais poser une question pour m'assurer quand même que ce soit bien mon CEO qui me demande de faire cette tâche, que ce soit un virement ou autre chose. » Et il lui a posé cette question qui était assez intéressante, de se dire « Est-ce que tu te souviens du livre que je t'ai offert la semaine dernière ?» Et ça, bien sûr, une IA ne peut pas le savoir. Donc, il faut vraiment apprendre à déjouer cela, sinon on se retrouve, et ça c'est un autre cas qui avait été vu dans la presse, à être comme cette entreprise de Hong Kong qui a versé 25 millions parce que son CEO lui avait demandé, alors qu'en fait, c'était juste une arnaque au président. Et pour ça, il faut savoir avoir et identifier les biais de l'IA. Le premier biais, bien évidemment, c'est ce biais de confirmation. Le biais de confirmation, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, l'IA vous donne ce que vous avez envie d'entendre. Après, il y a les biais implicites. Finalement, ce sont des stéréotypes qui sont liés au genre, à l'origine, à la culture. Donc ça, ce sont des choses dont la façon dont ça a été programmé. Vous avez également le biais de données. En fonction des données qui sont utilisées par l'IA, forcément, ça ne va pas donner les mêmes résultats. Vous avez aussi les biais algorithmiques. Et ça dépend clairement de la façon dont a été paramétrée cette IA. Et enfin, vous avez bien sûr ce qu'on appelle les hallucinations, qui sont, vous savez, cette façon qu'a l'IA de vous donner des résultats avec beaucoup d'assertivité et se rendre compte que finalement, ce n'est pas véritablement la vérité. Et c'est ce qu'on vous montrera tout à l'heure d'ailleurs dans la démo. Donc ces hallucinations, il faut s'en méfier. Comprendre les biais, ça vous permet aussi de développer des bons réflexes. Et ces bons réflexes, encore une fois, il y en a 5. Le premier, c'est de pouvoir développer votre expertise. Plus vous allez maîtriser votre sujet, plus vous êtes en capacité de challenger cette IA. Et bien sûr, vous allez croiser vos sources, un peu comme vous liriez plusieurs journaux, plusieurs documentations pour vous faire votre propre avis. Ne pas vous fier qu'à une seule source d'IA. Ensuite, bien évidemment, ça vous permet de croiser les points de vue et de poser des questions ouvertes. Vous savez, finalement, comme ce salarié de Ferrari dont je vous parlais tout à l'heure, poser une question, ça permet aussi de faire vriller ou pas une IA et de déterminer si elle est en capacité de vous répondre. Et enfin, bien sûr, le dernier point, c'est pas oublier que vous êtes un humain et de faire appel à votre bon sens. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir quelqu'un d'exceptionnel. Pas exceptionnel parce qu'il est très brillant, mais exceptionnel parce qu'il forme les nouvelles générations, les étudiants et aussi les professionnels. C'est le PDG de l'ESCP, vous savez, cette business school parisienne qui forme les élites d'aujourd'hui. Donc plutôt qu'être très élogieux comme je pourrais l'être sur toi, Léon, je vais te laisser te présenter à l'audience. Merci Salim. Donc bonjour à tous. Je suis Léon Loluza. Donc je suis plutôt directeur général de l'ESCP Business School. Donc je suis professeur depuis 27 ans à l'ESCP. Ok. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui, Léon. Comme je le disais, en fait, on a eu pas mal de discussions autour de l'IA. Et tu dis souvent que l'IA, quelque part, c'est aussi grand, voire plus grand que l'Internet. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, le jour où j'ai testé ChatGPT en janvier 2023, là je me souviens,
Et c'est là, je dis, ah, là, on va vivre une autre révolution au même titre que l'Internet au fin des années 90. Pourquoi? Parce que ChatGPT permet de faire une synthèse en nombre de mots avec un document, voire un livre, avec une précision et aussi la traduction vraiment intéressante et relativement précise. Et c'est là, je dis, on va vivre une véritable révolution. Et en effet, c'est vrai que tu as été très précurseur par rapport à ça, hein. Quand ChatGPT est arrivé, tout le monde s'est dit, et notamment la partie académique, oh, il faut bloquer. Et toi, au contraire, tu as mis une bouchée double. Vous avez formé, je crois, plus de 1000 ambassadeurs à utiliser l'IA générative. Quels sont tes retours après presque 2 ans maintenant, finalement? Alors, nous avons d'abord autorisé tout le monde, les élèves, le personnel, les professeurs à utiliser évidemment l'IA générative, notamment ChatGPT. Et puis ensuite, nous avons mis en place avec un partenariat mondial avec OpenAI pour faire une expérimentation avec 1000 champions qui sont volontaires, justement les professeurs, le personnel et les élèves, pour structurer autour de 4 points. D'abord, améliorer le processus interne, comment améliorer la pédagogie et la recherche, et après générer potentiellement des futurs business models durables. Et c'est clair que, je me souviens, hein, il y a plus d'1 an, quand on avait lancé ensemble une journée AI Skills Révolution pour former à l'IA, et pas que, on s'était dit que c'est important d'ajouter ces soft skills, justement. Toi, aujourd'hui, comment tu formes aussi bien les étudiants que les professionnels à développer leur esprit critique? Parce que l'IA, c'est tous, c'est chouette, mais ce n'est pas que chouette, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Comment tu appréhendes cette partie-là? En fait, l'IA est un effet miroir. Pourquoi? Parce que l'IA, à travers les prompts, c'est-à-dire les requêtes, on nous forme à douter, à se douter avec méthode, en recoupant les informations, en recoupant les bases de données, etc. Et donc, c'est aussi à savoir poser des bonnes questions. C'est là l'avenir. L'avenir, c'est savoir poser des bonnes questions et à douter, et justement à faire ce type de recoupement. Justement, j'ai cru, alors on n'en a pas parlé, mais j'ai cru lire qu'à l'ESCP, vous sanctionnez les étudiants qui recopient justement ce qui sort sans le challenger. C'est vrai? Oui, absolument. Donc, lorsque nous avons autorisé à utiliser l'IA générative, toute personne qui justement fait un mémoire, tu sais, de fin d'études, utilise justement l'IA générative pour faire du plagiat, eh ben, il faut qu'ils sont sanctionnés s'ils n'ont pas cité qu'ils ont utilisé l'IA. Et même on peut utiliser à hauteur de 20% toute citation. Donc si tu fais des citations, y compris les paraphrases en utilisant l'IA et qu'on s'aperçoit, tu es sanctionné. D'accord, ok. Alors ça va aussi intéresser toute l'audience professionnelle qui nous écoute. C'est que je suppose qu'à un moment, vous avez mis une charte IA en place parce que pour pouvoir les sanctionner, il faut qu'il y ait des règles. Comment vous avez défini ces règles et comment vous les faites appliquer finalement? On a mis en place ce qu'on appelle les règles de bonne conduite. Donc les règles de bonne conduite, d'abord, et on le met à jour à chaque fois, d'abord sur le plagiat, évidemment, ce que je viens d'évoquer. Deuxième chose, c'est la citation de l'utilisation de l'IA, et notamment les prompts, ce qu'on appelle les requêtes. Donc lorsque tu utilises, et tu es autorisé à utiliser justement, à faire des requêtes, etc., des citations, eh ben, il faut citer aussi les requêtes que tu as réalisées. Et aussi, il faut conserver ces requêtes. Autre point, c'est que ne pas transmettre aussi, en termes de règles de bonne conduite, des données confidentielles et des données personnelles dans l'IA, et aussi ne pas faire de la désinformation dans l'IA. Et donc ça, c'est les règles de bonne conduite que nous avons mis en place. Et évidemment, ça continue à être mis à jour au fur et à mesure. Oui, c'est ça évolue en permanence et c'est évident. Et justement, avec cette évolution et les 2 ans de recul que vous avez sur l'utilisation de cette IA générative, comment tu qualifierais un diplômé de l'ESCP ou un talent augmenté au sens où on l'entend, qui serait prêt pour le monde dans lequel on est aujourd'hui? C'est quoi les grandes qualités d'un diplômé? Oui, oui, pour moi, il y a 5 en fait états d'esprit que j'appelle de mindset que tout étudiant diplômé de l'ESCP doit avoir. D'abord, évidemment, maîtriser les technologies émergentes. Aujourd'hui, c'est l'IA. Demain, ça peut être une autre technologie. Deuxième élément, c'est toujours avoir un état d'esprit entrepreneurial. Même si tu vas travailler dans une grande entreprise, il faut toujours que tu aies cet état d'esprit entrepreneurial.
Troisième chose, il faut que tu maîtrises aussi et tu prennes en compte les critères de l'ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Quatrième élément, il faut aussi savoir travailler dans un environnement multiculturel, avoir un esprit multiculturel. Cinquième élément, c'est d'avoir aussi l'hybridation des compétences, c'est-à-dire avoir une approche multiperspective pour résoudre une problématique. Voilà les 5 états d'esprit que tout étudiant diplômé doit acquérir à l'ECP. Alors, comme tu le sais, hein, je suis très en phase avec ces 5 points. En revanche, quand tu te confrontes au monde de l'entreprise, est-ce que tu as le sentiment que les professionnels, que ce soit des chefs d'entreprise ou des DRH, sont vraiment dans cet esprit-là, ou ils veulent juste des bons techniciens sans ces 5 finalement piliers que tu décris? En fait, si tu veux, ils veulent d'avoir des personnes qui vont progresser, des forts potentiels. Et je dirais que c'est que parfois on parle de ce qu'on appelle les compétences techniques, tu parlais. On parle des compétences socio-comportementales. On parle aussi des compétences éthiques. Moi, j'ajoute une quatrième compétence au-delà de ces 5 états d'esprit. J'appelle ça des compétences folles. Les compétences atypiques, donc on est passionné. Parce que ces compétences folles vont faire la différence. Tu vois, donc c'est sur ça que nous, on travaille sur le potentiel de chaque étudiant et étudiante. Et c'est ça que, pour moi, dans une entreprise, on a aussi le plus de besoin, de ces compétences folles. Alors, j'aime beaucoup cette notion de compétence folle. Si on se projette à 10 ans, parce que je suppose que vous faites pas mal de réflexions et de recherches autour de ça, dans 10 ans, c'est quoi le monde du travail pour toi? Est-ce qu'on est tous remplacés par l'IA? Est-ce qu'on est tous augmentés par l'IA? Est-ce qu'il y a des gens qui, finalement, travailleront, d'autres qui ne travailleront pas? Comment tu vois ça de ta position, justement, académique et en lien avec l'entreprise? Alors, tu as raison, je crois que l'IA va permettre de ce qu'on fait, ce que nous, on fait aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. L'IA va permettre d'apprendre à apprendre beaucoup plus vite que nous. Et donc, ça veut dire que d'ici 10 ans maximum, on aura tous des agents IA où on va coordonner ces agents IA. Donc, tu vois, l'enjeu, c'est qu'il va réaliser des tâches, des missions pour nous, et c'est à nous de coordonner. Et c'est à nous de poser des bonnes questions, c'est à nous de dire, d'orienter tous ces agents IA. Alors, ça va poser une autre question, c'est une question énergétique. Tu vois, parce que imagine que chaque personne a 100 IA, agents IA, comment on va gérer en termes d'énergie, en termes d'énergie décarbonée, je dirais. Et là aussi, c'est un enjeu que nous, on travaille sur cet aspect-là, à la fois technologie et à la fois durabilité. Super clair. Et pour conclure, s'il fallait, en un mot, 3 maximum, donner un conseil à tous les professionnels qui nous écoutent, ce serait quoi? Il faut vraiment aller être formé sur l'IA, parce qu'avant que l'IA vous maîtrise, il vaut mieux qu'on maîtrise l'IA. Un énorme merci, Léon, de t'être rendu disponible. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Continue. Good job, comme on dit, et on compte sur toi pour former toutes ces populations à l'utilisation de l'IA et de leur cerveau. À très bientôt. Cette semaine, je vous pose une question relativement simple finalement, mais qui fait beaucoup débat en ce moment. Est-ce que l'IA est objective? Est-ce que l'IA finalement est, comme on peut le voir ici, bien entraînée? Elle peut être objective. Est-ce qu'au contraire, elle peut être biaisée? Ou encore, ça dépend, ou vous ne savez pas. Donc je vous invite à aller sur LinkedIn, je vais vous poster cette question. Répondez surtout dans les commentaires, expliquez pourquoi vous avez répondu 1, 2, 3 ou 4. Et ça nous permettra de comprendre si, comme certains, vous dites « je n'utilise pas l'IA parce que je ne pense qu'elle est trop biaisée », ou au contraire, vous avez pris connaissance des défauts et des qualités de cette IA et que vous continuez de l'utiliser quand même. Donc je vous donne tous rendez-vous sur cette question sur LinkedIn. Cette semaine, on vous a prévu une démonstration simple et efficace pour comprendre justement comment l'IA peut introduire des biais et surtout comment vous pouvez les déjouer. Pour ça, je vais vous montrer cette démonstration qu'on a tournée pour vous en utilisant un certain nombre d'IA pour comprendre l'importance des mots. Commençons par ChatGPT. On se rend bien compte que si on pose une question, un prompt comme on dit, en lui demandant quels sont les avantages du télétravail et que de l'autre côté, sur la même IA, toujours ChatGPT, on va lui dire quels sont les désavantages, on se rend bien compte qu'on n'a pas les mêmes résultats. Idem, on a fait le test avec Copilot, vous changez 1 ou 2 mots,
et la réponse peut être complètement différente. Donc ça, vous pouvez le faire avec chacun des IA génératives que vous utilisez. Là, on a Gemini, et on se rend bien compte qu'en fonction de la personne qui utilise, en fonction de l'outil que vous utilisez, et surtout en fonction des mots que vous allez utiliser, que ce soit sur notre Mistral national ou autre, eh bien, vous allez vous rendre compte que le résultat peut être différent. Donc c'est là qu'il faut se méfier non seulement de l'IA, mais de qui prompte et de la façon dont on prompte. Ce qui est intéressant avec ce dernier outil, Perplexity, c'est que c'est un des rares outils qui vous met toutes les sources. Comme on peut le voir ici, il va les sélectionner sur un certain nombre de sites et il va vous afficher toutes les sources où vous allez pouvoir vérifier la véracité de l'information qu'il va vous remonter. Donc encore une fois, se dire, on choisit les bons mots, c'est important. Après, il faut également choisir les bonnes sources. Et ça, on peut voir que chaque IA est différente et répond de façon différente. Là, on s'est amusé à aller sur Google et taper quels sont les 10 pays les plus importants en termes de PIB, de PIB. Et là, on voit, par exemple, Google nous donne la Russie en 9e position. On a fait la même requête sur ChatGPT et on se rend compte que, étrangement, la Russie est toujours en 9e position. Donc, on se dit, c'est plutôt bien. Quand on va sur Copilot, même requête, qu'est-ce qu'on constate? La Russie a disparu. Elle n'est plus dans le classement des 10 premières nations avec le PIB le plus important. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller sur Gemini pour voir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Paf, résultat, la Russie n'est toujours pas présente. Donc, on commence à comprendre que finalement, en fonction de l'IA, vous n'avez pas le même résultat. Quand on regarde sur Mistral, là, elle n'est plus 9e, mais elle est 10e. D'où l'intérêt, effectivement, de croiser les sources. Quand on demande à Perplexity, on revient à 9e. Donc, on retourne finalement à la source, et c'est là où il faut avoir cet esprit critique. On va voir directement à la Banque mondiale, on regarde sur le site de la Banque mondiale pour être certain d'avoir les bonnes sources. Et cette source, on se rend compte que finalement, la Russie est bel et bien 9e dans les classements. Donc, en utilisant différentes sources, en utilisant les bons prompts et en mixant tout ça, on peut avoir une réponse qui est fiable par l'IA. En revanche, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que vous dit l'IA. Maintenant, je vais vous montrer une image. Regardez cette réunion. C'est une réunion qui somme toute banale. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec ce cas Ferrari, la question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on est dans un meeting, c'est finalement, est-ce que les gens qui ne sont pas dans la salle, qui sont dans cette bulle qui est ces réunions virtuelles, sont véritablement réelles ou est-ce que ce sont des IA? Donc pour répondre à ça, il faut développer la potion secrète d'aujourd'hui qui est la pensée critique. Cette pensée critique, moi, je la travaille tout le temps. Ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine et je vous ai fait une capture d'écran de ce que j'avais moi sur mon écran où ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je fais des comptes rendus de réunions avec une IA. Et cette IA, bizarrement, cette semaine, m'a inventé quelque chose qui n'était pas du tout dans la réunion. Et si je n'avais pas fait attention, si je n'avais pas eu cette pensée critique, j'aurais poussé ça à l'ensemble de l'équipe sans avoir vérifié. Or, aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que je lui ai demandé de m'expliquer ce qui se passait. Et au début, elle a essayé de me mentir pour me dire non, ça ne s'est pas vraiment passé. Et puis finalement, vous voyez, elle me dit, tu as raison, je n'ai pas fourni la bonne information. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de lui apprendre et de mettre en exergue les fautes que peut faire cette IA. Mais pour ça, encore une fois, il faut développer cette potion secrète d'aujourd'hui qui est cette pensée critique. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que la pensée critique? La pensée critique, c'est cette capacité de pouvoir avoir un jugement, de pouvoir justement analyser, questionner, sans forcément être inquisiteur. Ce n'est pas forcément se poser comme un journaliste d'investigation, mais c'est de pouvoir challenger un certain nombre de réponses, encore une fois de votre IA, mais également de vos collègues, et se dire, est-ce que cela est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas? Quelque part, je vais vous donner un outil pour le faire, ça s'appelle la boussole en fait de la pensée critique. Cette boussole, elle est assez simple finalement, c'est de se dire, je vais douter pour pouvoir comprendre. La première chose à regarder, c'est d'où vient l'info. Est-ce que c'est une info qui est vérifiable? La deuxième, c'est finalement, est-ce que cette info, elle est là et je peux la contredire? Et surtout, est-ce que j'ai envie qu'elle soit vraie? Et ça, c'est ce fameux biais de confirmation dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que cette info, j'ai envie de l'accepter telle qu'elle est ou je suis prêt à la challenger? Et enfin, surtout, est-ce que je peux utiliser une autre méthode pour la vérifier? C'est ce qu'on a vu dans la démo, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une information, vous vous souvenez de la Russie, finalement, cette information, si je la contre-vérifie par ailleurs, je peux voir si toutes ces sources m'amènent au même point ou si, au contraire, j'ai des sources différentes. Et là, je fais entrer en jeu ma pensée critique pour pouvoir justement analyser et me dire, est-ce que cette IA me mène par le bout du nez à des hallucinations ou est-ce qu'au contraire, elle va m'être utile? Et en développant cette capacité d'avoir cette pensée critique, vous allez justement tirer le meilleur parti de cette IA parce que, encore une fois, même si ça fait des erreurs, ça vous fait gagner énormément de temps. Donc même si mon IA
m'a planté sur un compte-rendu de réunion, je peux vous dire que ces 2 dernières années, elle m'a fait gagner énormément de temps. Cette semaine, toute l'équipe vous a sélectionné encore un grand nombre de ressources qui vont vous permettre d'aller plus loin sur cette pensée critique. La première, c'est ce livre que je vous recommande vraiment, comme c'est écrit ici. C'est le livre à lire, le manuel du citoyen du 21e siècle. Ça s'appelle « Algorithme, la bombe à retardement ». Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus on va utiliser l'IA, plus on va mettre de côté sa capacité de réflexion, sa capacité d'avoir cet esprit critique. Or, il faut exactement faire le contraire. Donc ce livre vous explique comment, en continuant à utiliser l'IA, vous pouvez continuer à développer vos compétences humaines, dont l'esprit critique. Deuxième ressource, qui est d'autant plus intéressante, qu'elle va vous aider, vous, mais aussi vos enfants, si vous en avez, ou vos proches, à mieux comprendre ce qu'est une IA et ce qui ne l'est pas. Donc avec ce petit test, Bayard vous a mis un test qui vous permet de voir plusieurs images et de sélectionner, oui, je pense que c'est fait par une IA, non, je pense que ce n'est pas fait par une IA. Et vous allez ainsi développer votre muscle d'esprit critique pour pouvoir commencer à voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Le problème, c'est que de plus en plus on avance, plus c'est difficile de se rendre compte. Donc on revient à la troisième ressource qui est Perplexity. On en a parlé tout à l'heure dans la démonstration, mais l'avantage de Perplexity, c'est qu'il combine à la fois un moteur de recherche et une IA générative, ce qui vous permet d'avoir une réponse, bien évidemment, très rapide, mais aussi de pouvoir aller vérifier directement chacune des sources dans lesquelles Perplexity a été puisée. Et ce qui vous permet, encore une fois, de pouvoir vous faire votre propre jugement en allant voir chacune de ces sources, en utilisant Perplexity, mais également en utilisant d'autres outils. Et en mettant tout cela bout à bout, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis et avoir ce discernement qui vous permettra de ne pas tomber dans un écueil qui est ces hallucinations, ou en tout cas ces biais que l'on a vus aujourd'hui autour de l'IA. Allez, un petit challenge, comme chaque semaine, pour développer votre esprit critique cette fois. Très simple, vous allez sur LinkedIn, je vais vous poster 2 textes. Ce ne sera pas 2 images, 2 textes, et vous allez me dire si vous pensez que ce texte a été généré par l'IA ou pas. Et surtout, vous allez mettre dans vos commentaires, si vous ne pensez que ça a été généré par l'IA, par exemple, pourquoi vous le pensez, ou pourquoi vous pensez que ça n'a pas été généré par l'IA. Pour ça, hashtag toujours, hashtag talent augmenté challenge, et hashtag IA, pas IA. S'il n'y avait que 3 choses à retenir de cet épisode, ce serait premièrement de se dire que l'IA, évidemment, c'est génial. Ça fait plein de choses, on en est content, mais en même temps, c'est biaisé. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, il y a différents biais, mais il y a aussi ces fameuses hallucinations qui nous font croire des choses avec beaucoup d'assertivité et finalement qui sont fausses. Et le rempart par rapport à ça, c'est de développer son esprit critique. Parce qu'in fine, c'est vous qui avez le contrôle de savoir ce qui est vrai ou pas vrai. Imaginez vous, dans votre entreprise, remettre un rapport et dire « Ah ben non, ce n'est pas moi, c'est l'IA qui a fait ça ». Non, c'est vous qui devez vérifier la véracité de ce que produit l'IA. Et pour ça, bien évidemment, il faut développer votre esprit critique. Mais pas que, ça me rappelle d'ailleurs cette citation d'Edgar Morin, qui dit que même au-delà de cet esprit critique, ce qu'il faut développer en priorité, c'est votre autocritique. Être capable de se remettre en cause, non seulement dans la pratique de comment on fait son travail au quotidien, mais aussi dans sa façon de réfléchir, sa façon de questionner, sa façon de challenger les informations que l'on a, aussi bien de l'IA, mais aussi de ses collègues. Et ça, si vous arrivez à le faire, vous deviendrez évidemment des talents augmentés. Donc merci encore d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les sites de BFM Business, l'application, les réseaux sociaux, et surtout nous retrouver très prochainement pour continuer à se booster ensemble à l'IA. À très bientôt. Talent augmenté, boostez-vous à l'IA sur BFM Business.